Le printemps arabe est un ensemble de contestations populaires d'ampleur et d'intensité très variables qui se produit dans de nombreux pays du monde arabe à partir de décembre 2010. Ces mouvements révolutionnaires nationaux sont aussi qualifiés de révolution arabe ou encore de révolte arabe. Ces soulèvements populaires ont été largement évoqués dans les médias occidentaux. Nous nous sommes donc interrogés sur les différents facteurs qui ont permis l'avènement de ces révolutions, mais également sur les conséquences entraînées par ce printemps arabe. Il y a de nombreux facteurs qui ont causé le printemps arabe en Égypte, en Syrie et en Tunisie. Les principales causes de ces mouvements à forte dimension sociale sont l'insuffisance de libertés individuelles et publiques, la kleptocratie, le chômage, la pauvreté, le coût de la vie élevé, ainsi qu'un besoin de réelle démocratie. Au niveau socio-économique, ce sont les jeunes adultes qui sont le plus affectés par des taux de chômage importants. En effet, 90% des chômeurs sont âgés entre 15 et 29 ans, et le taux de chômage de cette classe d'âge varie entre 20 et 25% dans la région d'Égypte, Syrie et Tunisie. Ce chômage limite les revenus et cause d'énormes problèmes puisque la plupart de la population est déjà pauvre. De plus, avec la hausse des prix alimentaires, au plus haut à la fin de l'année 2010 et au début 2011, une grosse partie des habitants ne peuvent se nourrir. Au niveau politique, le monde arabe est très diversifié. Certains pays sont soumis à des régimes autoritaires apparentés à des dictatures, comme la Tunisie sous la direction de Ben Ali et l'Égypte dominée par Hosni Moubarak, alors que d'autres sont des républiques autoritaires acquises aux parties basses, comme la Syrie. Ce monde est donc une région complexe et soumise à des tensions sous-jacentes importantes. Les facteurs qui ont assisté au mouvement sur le niveau politique sont la limitation des libertés et la corruption. Les pays ont souvent réduit les libertés des peuples en censurant la presse, en limitant les libertés individuelles et en retenant les libertés d'expression. Quant à la corruption au sein des gouvernements, elle est principalement étendue par la majorité des pays dont les chefs d'État sont très souvent âgés et en place depuis plusieurs dizaines d'années. De plus, elle est portée par le népotisme des dictateurs, ce qui empêche le renouvellement du pouvoir et des politiques mises en œuvre. Prenons comme exemple l'Égypte, qui est gouvernée par Hosni Moubarak. En l'absence de candidats adverses se présentant aux élections, Hosni a été réélu pour 4 mandats consécutifs et est resté président de la République égyptienne jusqu'en 2011, sanctionnant ainsi la suprématie de son parti politique, soit le Parti national démocratique. Sous sa direction, l'économie égyptienne n'a pas progressé. L'État a affiché des dépenses excessives et les politiques adoptées ont tendu de faire du pays une dictature. Les habitants d'Égypte, de la Tunisie et de la Syrie n'étaient pas en accord avec la corruption, le chômage et leur manque de liberté qui se passaient dans leur pays. Ils voulaient absolument que les choses changent afin d'améliorer leur mode de vie et de vivre une vie saine. Les habitants ont donc décidé de prendre les choses en main. Le printemps arabe commence en Tunisie le 18 décembre 2010, soit le lendemain de l'immolation par le feu de Mohamed Bouazizi, âgé de 26 ans, afin de protester les politiques de Ben Ali. Le Tunisien Ben Ali, Premier ministre, prit la fuite vers l'Arabie saoudite le 14 janvier 2011, en plus de quitter le pouvoir, laissant le pays sans chef d'État. Un gouvernement d'union nationale fut mis en place où les anciens ministres de Ben Ali occupent des postes clés. En attendant qu'un nouveau gouvernement provisoire soit élu, l'état-major prend la tête du pays du 24 janvier au 7 mars 2011 et ce sera Foued Mebaza, président du Parlement, qui y sera à la tête. Durant le mois de février, le peuple tunisien demande l'extradition de Ben Ali et de son épouse. La nouvelle assemblée est dominée par le parti politique Ennahda, qui se revendique islamique modéré, et a pour but de rédiger la nouvelle constitution tunisienne. Il y aura des élections qui se tiendront le 24 juillet pour élire un nouveau président. Le 12 décembre 2011, Monsef Marzouki est élu président de la République par les membres de l'Assemblée. En Égypte, plusieurs manifestations font leur apparition à partir du 25 janvier 2011. Le 30 janvier 2011, le président Moubarak prend l'importante décision de remplacer la police par l'armée afin de contrôler et d'assurer la protection des manifestants pendant les manifestations. Le président Moubarak démissionne le 11 février 2011. Accusé de corruption et du meurtre de plus de 800 manifestants, il est jugé et condamné à la prison, un symbole de victoire pour le peuple égyptien.
Après sa démission officielle, le Conseil suprême des forces armées prend la tête de l'État, annonçant la dissolution du Parlement et la suspension de la Constitution égyptienne. À la tête du nouveau gouvernement, Mohamed Hussein Tantawi. Malgré le changement de gouvernement, le peuple égyptien continue de manifester. Le 13 avril, Hosni Moubarak est placé en détention en attente de son procès, qui débutera le 3 août 2011. Une nouvelle constitution est adoptée par un référendum, puis des élections libres sont organisées et voient l'émergence du Parti des Frères musulmans. Le 30 juin 2012, Mohamed Morsi est élu comme chef d'État d'Égypte. 2 mars 2011 à Syrie. L'arrestation et la torture d'adolescents accusés d'écrire des slogans contre le régime en place incite la population syrienne à réagir. 15 au 16 mars, à Damas, rassemblement sous le slogan pour une Syrie sans tyrannie. 21 avril, levée de l'état d'urgence en vigueur depuis 1963, causant des dizaines de morts et la contestation s'étend et se radicalise avec des appels à la chute du régime. 29 juillet, le colonel Riyad al-Assad annonce la création de l'armée syrienne libre pour combattre le régime. Ceci annonce la fin d'un conflit pacifique. 18 août, Barack Obama et ses alliés occidentaux appellent Assad à partir. 2 octobre, création du Conseil national syrien. 12 novembre, la Ligue arabe suspend la Syrie après plusieurs tentatives de médiation infructueuses. Décembre, on parle désormais de guerre civile et de crimes contre l'humanité commis en Syrie. Les manifestations du vendredi contre Bachar al-Assad commencent. 16 février 2012. Malgré l'opposition de la Chine et de la Russie, l'Assemblée générale de l'ONU adopte une résolution qui condamne la répression en Syrie. 2 avril. Bachar al-Assad accepte le plan de sortie de crise proposé par l'émissaire Kofi Annan, mais pose ses conditions. 3 juillet. Human Rights Watch dénonce un archipel de la torture avec des dizaines de milliers de détenus. 17 juillet. Les rebelles lancent la bataille de la libération à Damas, mais sont repoussés par une contre-offensive de l'armée. 23 juillet. Le régime syrien reconnaît être en possession d'armes chimiques et menace de les employer en cas d'agression extérieure. En effet, nous pouvons encore aujourd'hui noter de nombreuses conséquences du printemps arabe en Syrie. Une guerre civile terrorise le peuple syrien et occasionne de nombreux morts. L'utilisation d'armes chimiques est une grande problématique que de nombreux pays essaient de résoudre. La population n'a pas pu avoir un changement de régime politique ou de président. La situation actuelle en Syrie a poussé de nombreuses personnes à se déplacer dans le pays ou le quitter complètement. À partir des années 2014 et 2015, les plus nombreux sont ceux qui gagnent l'Europe, contribuant avec les réfugiés venant d'autres pays à créer une grave crise économique. Ils fuient tous la guerre qui les entoure. En conclusion, le printemps arabe a eu un énorme impact partout dans le monde et a créé un effet domino dans les pays arabes. Les causes de cette révolution ont mené à des conséquences et des événements importants. Tout ceci afin d'essayer d'obtenir ce que les habitants des pays affectés ont le droit d'avoir en tant qu'êtres humains.